Bonjour à tous, dans cette deuxième vidéo du chapitre 2 du cours de calcul formel, nous allons parler de l'algorithme d'Euclide étendu. On va commencer par une petite définition. Qu'est-ce que c'est qu'un anneau euclidien, grand A? C'est un anneau intègre. Donc intègre, ça veut dire un anneau commutatif, dans lequel, si le produit de deux éléments est nul, c'est que l'un au moins des deux éléments est nul. Et en plus, on demande que cet anneau ne soit pas réduit à l'anneau nul, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas juste l'élément 0 dedans. Autrement dit, on demande que 1 soit différent de 0 dans cet anneau. Donc c'est un anneau intègre, muni d'une jauge, on dit aussi un statme, donc disons nu, de A privé de 0 dans n, tel que, pour tout élément A, B, pour tout couple d'éléments AB, dans A croix A-0, il existe un couple QR formé de deux éléments de A, tel que A soit égal à BQ plus R, et le statme évalué en R, strictement plus petit que le statme évalué en B, en posant que le statme évalué en 0, c'est moins l'infini, ce qui fait que si R est nul, on a toujours nu de R qui est strictement plus petit que nu de B. Donc, ça c'est le cas par exemple dans Z, si A égale Z en prenant la valeur absolue, et c'est le cas aussi si A égale K crochet X où K est un corps, en prenant pour statme le degré d'un polynôme. Donc on retrouve bien que le degré du polynôme nul c'est moins l'infini. Une remarque, c'est que là on ne demande pas l'unicité, parce qu'on n'a pas vraiment besoin dans la théorie des anneaux euclidiens que le couple QR soit unique, mais en pratique dans Z et dans K crochet X, il est bien unique. Et alors, qu'est-ce que c'est que la notion de PGCD? Ce qu'il faut remarquer d'abord, c'est que, alors c'est plus qu'une remarque, hein, c'est un théorème, mais je pense que c'est un rappel pour beaucoup d'entre vous, si A est euclidien, alors A est principal. Ça implique à son tour que A est factoriel. Et ça implique à son tour que A est intègre. Alors, dans cette hiérarchie, disons, des propriétés des anneaux, nous, on va beaucoup se placer dans Z et K crochet X, qui sont euclidiens, donc qui ont toutes les autres propriétés aussi, mais quand vous avez un anneau factoriel, c'est-à-dire qu'en gros, vous avez une décomposition en facteur premier qui existe et qui est unique à multiplication près par une unité de l'anneau, je vous rappelle que A étoile, c'est l'ensemble des U dans A pour lesquels il existe V dans A, vérifiant UV égale à 1. C'est les éléments inversibles de l'anneau A, ça s'appelle aussi les unités de A. Et je vous rappelle que deux éléments de A sont dits associés si on obtient l'un en multipliant l'autre par une unité de A. Donc par exemple dans Z, les unités c'est 1 et moins 1. Dans K crochet X, les unités c'est les polynômes constants non nuls. Et quand on fait de l'arithmétique, en général, on regarde les éléments à association près, c'est-à-dire à multiplication près par une unité. Quand vous décomposez un nombre en produit de facteur premier dans Z, en fait, vous commencez par le rendre positif, c'est-à-dire vous le multipliez par moins 1 s'il y a besoin pour le rendre positif, ensuite vous le décomposez en produit de nombre premier. Dans K crochet X, le coefficient dominant n'a aucune importance, vous pouvez diviser par le coefficient dominant si vous voulez, vous ramenez un polynôme unitaire, que là vous décomposez en produit de polynômes irréductibles unitaires dans K crochet X. Donc, de manière générale, on travaille à association près. Alors, dans un anneau factoriel, on a une notion de PGCD qui peut se définir à partir de la décomposition en produit d'éléments irréductibles dans l'anneau factoriel. Ici, on a une notion quand l'anneau est intègre, on peut déjà définir PGCD de AB égale, disons, à D. Ça, c'est défini si l'idéal AB, c'est-à-dire l'idéal engendré par A et B, donc ça c'est A fois grand A plus B fois A, c'est-à-dire l'ensemble des lambda A plus mu B avec lambda et mu dans A, si cet idéal est principal.
D'accord? Donc si vous avez deux éléments dans un anneau intègre, vous pouvez toujours appeler PGCD tout générateur de l'idéal AB. Ça n'existe pas toujours, mais si ça existe, ça vous donne une notion raisonnable de PGCD. Dans un anneau factoriel, il n'y a pas de problème. Dans un anneau principal, vous savez que dès que vous prenez A et B, deux éléments de votre anneau principal, automatiquement, l'idéal qu'ils engendrent est principal, et donc vous pouvez définir la notion de PGCD sans problème non plus. On ne se servira pas énormément de la notion d'anneau factoriel dans ce cours, mais c'est quand même un contexte agréable, notamment pour parler de polynômes à plusieurs variables dans un corps, à coefficient dans un corps. Donc, on a cette notion de PGCD, et au niveau des anneaux principaux, vous avez le théorème de Bezout, qui vous dit que si vous êtes dans un anneau principal, le PGCD des deux éléments s'écrit sous la forme AU plus BV, avec U et V des éléments de l'anneau. Donc, effectivement, vu que ça marche dans un anneau principal, ça marche encore mieux, disons, dans un anneau euclidien. Et l'intérêt dans un anneau euclidien, c'est l'algorithme d'Euclide qui vous permet de calculer le PGCD de deux éléments. Donc, quel est l'algorithme d'Euclide? L'algorithme d'Euclide lui-même, disons, pour le calcul du PGCD de A et B, donc dans un anneau euclidien, on a les propriétés suivantes. Le PGCD de A et B, c'est le PGCD de B et R, où R est le reste dans la division euclidienne de A par B, et le PGCD, donc ça c'est si B est non nul, et le PGCD de A est 0, c'est A. Donc l'algorithme d'Euclide se fonde uniquement sur ces propriétés-là, qui permettent de calculer récursivement, si on veut, ou alors de manière itérative, peu importe, le PGCD, puisque si on a deux éléments A et B, on calcule le reste dans la division euclidienne de A par B, on sait que le PGCD de AB, c'est le PGCD de BR, et on a progressé dans notre algorithme parce que, dans ce cas, nu de R est strictement plus petit que nu de B. Donc on a la valeur du statme en le deuxième élément du couple, qui a diminué strictement, et c'est un entier. Donc, après un nombre fini d'étapes, on va arriver à un cas où le deuxième élément du couple est nul. Et à ce moment-là, le PGCD de A,0, c'est A. Donc on dit ça en général en disant qu'on fait des divisions euclidiennes successives, et que le dernier reste non nul, c'est le PGCD. Donc, on a cette propriété pour l'algorithme d'Euclide. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'algorithme d'Euclide étendu? Donc l'algorithme d'Euclide étendu, c'est, étant donné A et B, deux éléments de A, avec A, un anneau euclidien, il s'agit du calcul simultané du PGCD de A et B et d'une relation de Bezout, c'est-à-dire AU plus BV égale le PGCD de A et B avec U et V, deux éléments de l'anneau. C'est-à-dire qu'en même temps, on va calculer le PGCD de A et B et on va trouver des coefficients de Bezout U et V, tels que AU plus BV égale ce PGCD. Donc comme je disais, ça existe dès lors que l'anneau est principal, et l'algorithme d'Euclide, étendu, permet de les trouver de manière efficace à partir du moment où l'anneau est euclidien. Alors voyons comment fonctionne l'algorithme d'Euclide étendu. Alors prenons peut-être pour commencer un exemple. On va calculer une relation de Bezout avec A égale 26 et B égale à 7 dans Z. Alors,
comment est-ce qu'on fait? On fait des divisions euclidiennes successives. 26, on le divise par 7, donc ça fait 3 fois 7 plus 5. On recommence avec 7 et 5. 7, c'est 1 fois 5 plus 2. Et 5, c'est 2 fois 2 plus 1. Alors si on veut, on peut continuer. Dire que 2, c'est 2 fois 1 plus 0. Et donc là, on voit qu'on est arrivé sur 0. Donc le PGCD de 2 et 1, c'est 1. Et donc là, hop, on voit que le dernier reste non nul, ici ce qui est apparu dans la dernière colonne, c'est les restes successifs. Le dernier reste non nul, c'est 1. Donc le PGCD de 26 et 7, c'est 1. Donc, ce qu'on peut confirmer en décomposant 26 et 7 en produit de facteurs premiers dans Z. Maintenant, comment à partir de ça est-ce qu'on trouve une relation de Bezout? Alors la mauvaise méthode, mais que je vais expliquer quand même parce que vous la connaissez probablement, la mauvaise méthode c'est ce qu'on appelle la remontée de Bezout, c'est-à-dire qu'on repart du bas pour remonter. Alors comment est-ce qu'on peut repartir du bas? C'est qu'ici on voit que 1 c'est 5 moins 2 fois 2, c'est-à-dire que ce 1 là, on arrive à l'exprimer en fonction des deux restes précédents, 5 et 2, comme combinaison linéaire, et maintenant on remonte. Le 2 qui est ici, on l'écrit 7 moins 1 fois 5, donc 1 c'est 5 moins 2 fois 7 moins 1 fois 5. Alors ça on peut le reprendre en disant que c'est finalement 3 fois 5 moins 2 fois 7. Ensuite, on a exprimé 1 comme combinaison linéaire de 5 et 7, et on remonte en disant que le 5 c'est 26 moins 3 fois 7, donc c'est 3 fois 26 moins 3 fois 7, moins 2 fois 7. Et donc finalement, le 1, il s'écrit comme 3 fois 26, moins 11 fois 7. Alors on peut quand même vérifier, 3 fois 26 ça fait 78, moins 11 fois 7 ça fait moins 77, ça fait bien 1. Donc là, on a très bien réussi à le faire. Si on veut le faire à la main, pourquoi pas, c'est très bien. Le problème de ça, c'est que quand vous faites votre algorithme d'Euclide, vous descendez comme ça, et ensuite, pour faire la remontée de Bezout, comme son nom l'indique, on remonte. Qu'est-ce que ça nécessite? Ça nécessite d'avoir stocké les résultats de tous les calculs intermédiaires que vous avez faits. Alors quand vous le faites à la main, c'est pas un problème, parce qu'en fait, à la main, on écrit naturellement les choses, et on n'a pas envie de les effacer, parce qu'on dit qu'on a de la place, et qu'en fait, finalement, c'est plus pénible d'effacer que de réécrire à côté. Donc, à la main, ça pose pas du tout de problème. Mais si vous le faites informatiquement, vous allez être obligé de stocker tous les résultats de vos calculs successifs, alors qu'on va voir que l'algorithme d'Euclide étendu propose de faire en gros la même chose, mais en parallèle, c'est-à-dire de calculer au fur et à mesure des coefficients qui sont des genres de coefficients de Bezout, pour ne pas avoir besoin de stocker les restes et les calculs, disons, les quotients et les restes successifs. Donc on va voir sur l'exemple déjà comment ça fonctionne. On part de 26 égale 3 fois 7, et ça, on peut directement dire que c'est en fait 5, c'est-à-dire le nouveau reste, qu'on écrit comme étant 1 fois 26 moins 3 fois 7. Ensuite, à l'étape d'après, 7 c'est 1 fois 5 plus 2, ça permet d'écrire 2, donc le reste suivant, comme étant bien sûr 7 moins 1 fois 5, et donc c'est 7 moins 1 fois le truc d'avant, 1 fois 26 moins 3 fois 7, et donc ça veut dire que 2 c'est moins 1 fois 26 plus 4 fois 7. Et ensuite on continue. Maintenant le 1 c'était 5 moins 2 fois 2, donc c'était 1 fois 26 moins 3 fois 7, donc ça c'était 5, moins 2 fois 2 qui était moins 1 fois 26 plus 4 fois 7, et on voit directement que ici on a 3 fois 26, moins 3 fois 7, moins 8 fois 7, donc ça fait moins 11 fois 7. Alors bien sûr on aboutit évidemment au même résultat, mais là, si vous le faites à la main, c'est sensiblement pareil, mais si vous le faites à l'ordinateur, vous n'avez pas besoin ici de mémoriser les résultats successifs. Vous voyez que je l'ai fait à la volée, j'ai calculé la première division euclidienne, j'ai eu 5 que j'ai exprimé comme combinaison linéaire de 26 et 7. Ensuite, je suis passé à la division euclidienne suivante, j'avais 2 que j'ai exprimé, etc. Et à chaque fois, je n'ai besoin que de l'expression du reste précédent. J'ai plus besoin de me souvenir de ce que j'ai fait auparavant. Donc, c'est beaucoup plus efficace en termes de mémoire. Au niveau du temps, c'est tout à fait similaire. Donc, comment fonctionne précisément l'algorithme d'Euclide étendu? Donc, l'algorithme d'Euclide étendu. Donc, on part de A0 qui vaut A et B0
qui vaut B. Et à chaque étape, qu'est-ce qu'on va maintenir? On maintient des écritures de A et B comme combinaison linéaire des A et B de départ. C'est-à-dire qu'on va avoir un élément AI qui va s'écrire XI A plus YI B, et BI qui va s'écrire ZI A plus TI B, avec XI, YI, ZI, TI, des éléments de notre anneau. Et donc, quand on va passer d'une étape à la suivante, on va remplacer AI, BI par BI et le reste, RI. Et à la fin, on aura une étape, disons, la fin, c'est une étape I, telle que BI, ce sera 0, et AI, ce sera le PGCD de A et B. Et donc, XI et YI sont les valeurs U et V cherchées, telles que AU plus BV soit égal au PGCD de A et B. Donc, il reste à expliquer comment on passe de l'étape I à l'étape I plus 1. Eh bien, AI plus 1, c'est juste BI, et BI plus 1, c'est le reste dans la division euclidienne de AI par BI. Alors bien sûr, on fait ça si BI non nul. Si BI est nul, on arrête. Donc ce reste, il peut s'écrire, du coup, BI plus 1 égale AI moins QI BI, où QI est le quotient. Et alors maintenant, l'idée de l'algorithme d'Euclide étendu, c'est de pouvoir calculer les xi plus 1, yi plus 1, etc. à partir des xi, zi, bi, enfin yi et ti. Alors comment on fait ça? Simplement, xi plus 1, c'est zi, et yi plus 1, c'est ti, puisqu'il s'agit simplement d'exprimer ai plus 1 comme combinaison linéaire de a et b, et ai plus 1 c'est bi. Donc là il suffit de recopier les coefficients qu'on avait pour bi. Et maintenant, si on veut exprimer bi plus 1, ben là, c'est facile. Zi plus 1, ça va faire xi moins qi zi, puisqu'on a exprimé ai et bi par hypothèse de récurrence en fonction de a et b. Il suffit de faire ai moins qi bi, et ça donne directement cette formule-là pour zi plus 1, et cette formule-là pour ti plus 1. Et donc on a comme ça, de proche en proche, notre algorithme d'Euclide étendu. Alors, quel est le coût de chaque étape? Coût du passage de i à i plus 1, donc coût de chaque étape. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit calculer une division euclidienne dans notre anneau euclidien A, et ensuite on a grand O de 1, opération arithmétique. Alors je mets un peu à part la division euclidienne, hein, mais opération arithmétique dans A, qui sont des produits ou des différences. Puisqu'ici, ce qu'on a à faire, c'est simplement ce calcul ici. Il faut multiplier ZI et TI chacun par QI, et puis faire deux soustractions. Donc pour passer de I à I plus 1, on a juste grand O de 1 opération dans A, dont une division euclidienne. Ensuite, la question, c'est le nombre d'étapes, et ça, on va le voir dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le coût en mémoire, ça on peut déjà regarder, le coût en mémoire, c'est simplement grand O de 1 élément de A. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut se souvenir évidemment de A et B, ensuite de AI, BI, XI, YI, ZI, TI, mais ça ne fait qu'un nombre fini, enfin fixé,
d'éléments de A, puisque à chaque fois qu'on passe à l'étape d'après, on peut oublier ceux de l'étape précédente. Donc c'est ça l'intérêt, ça c'est car on a évité la remontée de Bézout. Si vous voulez faire un algorithme d'Euclide avec la remontée de Bézout naïve comme on peut faire au lycée, et bien là vous avez un grand taux du nombre d'étapes en termes de nombre d'éléments de A que vous devez stocker. Donc là l'intérêt c'est d'avoir uniquement le grand taux de A.